Alors, cette deuxième conférence sera faite par Frédéric Baudet, qui est conservateur, alors exactement que je ne dise pas de bêtises, conservateur pour les céramiques modernes et contemporaines à Sèvres, Cité de la Céramique, depuis 2013. De 1999 à 2012, Frédéric a travaillé au Musée des Arts Décoratifs en tant qu'attaché de conservation au département contemporain, où il s'est spécialisé dans les domaines de la céramique du XXe siècle et XXIe siècle, du bijou et des métiers d'art contemporain. Il a notamment été commissaire du circuit céramique aux arts décoratifs en 2010. Frédéric va nous présenter une conférence autour de Objets rares, objets symboliques, les dilemmes d'une production de design à Sèvres. Frédéric, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord éclairer une petite chose et me justifier d'un changement de thème de cette conférence aujourd'hui, cette intervention, en tout cas d'une modification de la façon d'entrer dans ce thème. J'avais prévu, et nous avions prévu avec l'équipe de Guillaume Bardet, que je vous évoquerais la passion du collectionneur, le goût de l'accumulation, et de constituer une sorte d'histoire du goût de l'accumulation et de la manière dont les céramiques se déploient dans un espace, et notamment dans l'espace privé, mais pourquoi pas comparer ce déploiement des céramiques dans l'espace privé avec le déploiement de l'espace muséal. Mais ce qui m'intéressait d'approcher, et ce qui m'intéresse beaucoup dans la céramique, un peu sous la forme d'une obsession personnelle, c'est l'espace entre les objets, c'est la manière dont les objets vivent ensemble et dans la manière dont on vit avec les objets. Et pourquoi on accumule des objets quand on est collectionneur. Et à partir de quel moment on se déclare, on assume d'être collectionneur, et jusqu'où ça va dans la douce folie. Enfin, et la douce folie, elle existe dans les musées aussi, parce que les musées sont pleins à craquer d'objets dont on ne présente qu'une infime partie. Et cette histoire de l'accumulation, de l'ordre au chaos, elle me passionne, mais j'en ai une appréhension qui est encore très romantique. Et du coup, au moment de préparer ce qui devait être ce thème, je me suis un peu fourvoyé, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas suffisamment accumulé de documents, que j'en voyais passer devant mes yeux, que j'en avais en tête, que parfois je photographiais la présence des objets dans l'atelier des artistes. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment les artistes dévoilent ou cachent leur production, ce qu'ils accumulent comme objet de référence pour travailler et pour continuer à œuvrer. J'aime les ateliers d'artistes, j'aime les réserves des musées. Ma passion pour la céramique est née un peu avant de travailler dans les musées, même bien avant. Elle s'est réveillée à l'adolescence. Je suis d'une famille où il n'y a absolument aucun objet à la maison, mais vraiment très très peu, l'indispensable, et même pas des objets choisis pour leur beauté, pour leur esthétique. Alors peut-être que c'est le contrepoint de ça. Je me suis engagé moi-même personnellement à chercher la beauté plutôt que l'usage dans les objets. Et je pense que cette recherche de la beauté à travers les objets, et de faire un portrait de soi ou de sa manière d'être au monde par les objets, elle vient justement de privilégier la beauté par rapport à l'usage. Et les collectionneurs sont rois pour s'entourer d'objets qui ne touchent pas, ou qui les encombrent plus qu'autre chose. Ils acceptent cet encombrement. Et dans les musées aussi, on accepte d'être encombré. Et alors, mon orientation vers la conservation des objets, elle est née donc dans un musée où je n'étais pas conservateur à l'époque, et c'est au musée des Arts Décoratifs, où il y a, ce qui est merveilleux là-bas, c'est
la multidisciplinarité. C'est l'accumulation d'objets de nature différente et de matériaux différents, d'objets de référence et de modèles et de pièces moins valeureuses, mais qui constituent une référence dans la fabrication des choses et dans l'évolution des formes. Et en fait, voilà, j'étais un petit peu noyé à la fois noyé dans les références et manquant par manque de concentration studieuse dans les derniers temps, des documents les plus pertinents et les plus synthétiques pour, en moins d'une heure, vous déployer cette histoire de la collection. Et comme je suis un peu débutant à Sèvres, je le dirais, et que donc je regarde cette production de Sèvres que je connaissais un petit peu, mais que je ne connaissais pas pour la conserver, pour en comprendre la fabrication. J'en étais très éloigné. Moi-même, je ne suis pas sûr de dire que je suis collectionneur, mais je suis un peu accumulateur quand même. Et je n'ai pas du tout le goût de ces objets précieux qui se fabriquent à Sèvres. J'aime la céramique plutôt populaire, j'aime la céramique des céramistes indépendants qui fabriquent avec les moyens du bord et dans l'impulsion du geste, avec leurs imperfections, acceptant l'imperfection, parfois avec une certaine innocence, et aussi une innocence revendiquée. J'aime les traces du corps sur les tessons, sur les formes. J'aime le grès sauvage, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, je suis plutôt un homme du grès que de la porcelaine. Donc c'est un peu paradoxal que je me retrouve à gérer une collection qui n'est pas uniquement une collection de porcelaine, parce que je suis conservateur au musée, je ne suis pas à la manufacture. Et le musée conserve des collections internationales de toutes les époques, de toutes les provenances et de tous les matériaux céramiques. Mais également les productions de Sèvres. Donc, depuis 2 ans, effectivement, je m'interroge sur ce qui fait Sèvres, sur ce qui fait le style de Sèvres, et comment Sèvres, finalement, définit un goût, construit son histoire sur ce qui fait la collection, ce qui fait l'objet rare, ce qui constitue l'objet rare. Et alors là, je vais vous montrer j'ai rassemblé des pièces qui sont des pièces qu'on peut dire de design. Alors c'est à prendre avec précaution, parce que j'ai évacué volontairement les sculptures, ce qui est un champ très important de la production de Sèvres, qui donc oscille entre la production sculpturale et puis la production d'objets de table, d'objets de décor. Dans les dernières années, depuis les années 90, disons, le terme de design est entré dans la production de Sèvres. Il y a des designers dont c'est vraiment le métier. Le terme design est entré à Sèvres. Mais on peut considérer que le design a commencé bien avant. La création, la réflexion sur l'évolution des formes, sur le rapport de la manipulation des pièces, de leur fonction, et puis les recherches esthétiques. Et le design, c'est bien ça, c'est de faire un pont, d'articuler la notion d'usage et la recherche esthétique, le propos esthétique. Ce qui est intéressant à Sèvres, c'est que, vu les modes de fabrication, la lenteur de la production, disons le manque de suivi d'une demande, ou le fait de ne pas s'intéresser finalement tellement à la demande, plutôt de chercher à la susciter, c'est-à-dire de proposer des pièces et d'attendre le client.
Il y a évidemment quelques grandes commandes. En dehors de celles de l'État, il y a des commandes privées, mais enfin, elles sont tout de même très exceptionnelles. Et Sèvres n'attend pas précisément de commandes. Donc c'est un laboratoire où se crée d'une manière pratiquement désintéressée cette réflexion, s'articule cette réflexion entre la forme d'usage et la recherche esthétique. Et donc c'est un peu dans les images que je vais vous faire défiler et que nous allons commenter, je vais vous commenter, j'ai fait des choix de pièces qui créent un champ de liberté entre l'usage et la recherche de la beauté. Et c'est ce champ qui est particulièrement large à Sèvres, parce qu'il n'y a pas tellement de cahier des charges. En tout cas, le cahier des charges, c'est la manufacture qui le choisit, c'est des mots, c'est des champs de recherche. Alors ça peut être l'objet de vitrine, ça peut être le surtout de table, mais c'est surtout des objets qui doivent se distinguer par leur complexité, par l'accumulation de codes qui vont les rendre aristocratiques, définitivement aristocratiques. Et si justement par exemple, moi je ne peux pas avoir un objet de Sèvres chez moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne les admire pas, mais c'est parce que justement les objets de Sèvres créent une distance. Cette distance, elle est faite d'admiration, c'est la distance de l'admiration, devant la virtuosité technique, devant la signature, devant ce répertoire dont on va parler. Et cette distance-là, eh bien, elle casse pratiquement toute possibilité de copiner avec des productions de céramistes indépendants ou de céramique populaire ou de... Voilà. Enfin, donc, je n'ai pas l'intérieur pour des pièces de Sèvres. Mais c'est ce constat-là qui me fait justement d'autant plus apprécier la pièce de Sèvres dans sa distinction et dans la distance qu'elle impose. Et alors quoi ? Mais alors Sèvres aussi a ce problème-là. C'est à la fois un orgueil de fabriquer ce type d'objet, mais c'est quand même aussi, alors là on se place sur un point de vue d'une stratégie commerciale, c'est aussi un petit peu un écueil, parce que il faut bien... C'est un établissement autonome, mais autonome principalement depuis 1927, où il y a donc des impératifs commerciaux encore plus importants qu'auparavant, où la manufacture devait fournir uniquement les palais de l'État, les ambassades. Mais à partir des années 30, il a fallu conquérir un marché, il a fallu parler de marché, il a fallu en quelque sorte même évoquer l'objet de Sèvres comme un produit. C'est délicat à dire, c'est vraiment entre guillemets que je vous dis ce mot-là, parce que je ne sais même pas je ne pense pas qu'on dit ce terme-là dans les conversations à Sèvres, qu'on parle de l'objet de Sèvres comme un produit. Mais quand même, on abordera sur certaines créations récentes cette possibilité d'appeler ça un produit. Donc allons-y. Donc le design, qui est un champ de recherche assez récent qui a émergé au 19e, qui s'est constitué dans ses corps de métier au cours du 20e siècle. On peut le faire remonter à Sèvres avant. Moi, je le ferai remonter à cette forme-là, qui est une forme emblématique de Sèvres, iconique, comme on dit, et qui est très intéressante parce que c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre totalement... fantaisiste. A-t-elle servi? Je ne sais pas. A-t-elle reçu des liquides? Je ne sais pas. Il y en a été fabriqué très peu à l'origine. Il y a eu 4 modèles de fait pour Marie-Antoinette. C'est faux de dire que ça a été moulé sur son sein. C'est une histoire inventée. Mais justement, l'histoire inventée définit tout de suite le champ de la fiction plus que le champ de la fonction.
avec ce type d'objet. Mais les codes de Sèvres sont mis en place tout de suite. C'est un objet réceptacle pour la lumière, c'est un objet qui parle de la transparence, de la fragilité. C'est un objet érotique au sens qu'il est un peu érectile, qu'il met en exergue. Il se met en exergue, il est posé sur une forme qui est un peu contradictoire avec la forme de la jatte, qui entre en conflit, et ce conflit-là est érotique, enfin à mon sens. Vous trouverez la figuration du tripode par rapport à la forme très abstraite, finalement. C'est un sein, c'est un téton, mais il est surtout question d'une ligne, d'une ouverture, d'un réceptacle pour la lumière. Donc tout ça sont des réflexions de designers avant le mot. Et cette forme-là, évidemment, elle n'est pas restée orpheline dans l'histoire. Alors, il faut descendre. Voilà. Elle a constamment obsédé, même en dehors de Sèvres d'ailleurs, et à ce titre-là, c'est presque une petite information subliminale que je vous donne, on va déployer des pièces contemporaines au premier étage du musée à partir du 20 mai, et nous allons constituer une vitrine autour de ce bol-saint du 18e, dans l'espace des porcelaines de Sèvres 18e. On va sortir ce bol-saint de la vitrine consacrée à la laiterie de Rambouillet et des autres pièces de ce service, pour le mettre dans une vitrine où il sera seul et entouré d'autres pièces contemporaines qui ne sont pas des pièces fabriquées à Sèvres, qui sont des pièces notamment de Patricia Glave, une artiste suisse, qui a fait tout un répertoire de formes sculpturales, là vraiment décidément sculpturales, puisqu'elles sont refermées, elles sont enchaînées, mais qui reprend cette morphologie du sein et le rapport du contenant et de l'intérieur, de l'extérieur et du rapport au corps. Donc voilà, cette forme du 18e va être projetée dans le contemporain, dans une vitrine au cœur de ce musée dont vous le connaissez certainement, qui pour l'instant ne montre pas de contemporain, ou extrêmement peu. Et ça va changer dans les mois qui viennent, heureusement. Donc, dans la période récente, il a été demandé à un jeune designer. Alors, il y a eu d'abord ce bol est la forme du 18e, qui est refaite en blanc et qui a fait partie d'une exposition qui s'appelait 10%, dans une scénographie d'Adrien Revero, un designer qui travaille assez fréquemment à Sèvres, ou pour des scénographies ou pour des productions. Et cette exposition 10%, on en reparlera tout à fait à la fin, elle est intéressante parce qu'elle justement, elle fétichise des éléments, des portions, des fragments de production de Sèvres de toutes les époques. Et elle les enferme dans un cabinet de métal que l'on verra à la fin de mon propos. J'espère que j'aurai le temps de vous le montrer. Sinon, je vais galoper. Donc ce bol-saint a été refait tel qu'il était au 18e récemment, réédité. Et il y a également un service qui a été conçu d'un jeune designer, Antoine Boudin, qui a gagné le Design Parade. Vous savez que Sèvres est actuellement, enfin depuis 2008, depuis la naissance de la manifestation Design Parade, partenaire de cette manifestation qui est un concours destiné aux jeunes designers sortis des écoles de l'Europe entière. Et donc le lauréat de ce concours, systématiquement, fait une résidence à Sèvres. Et donc il y a une production de design qui est née depuis donc 2008 et qui a vraiment accentué la présence du design et les questionnements sur le design à Sèvres depuis ce partenariat avec Design Parade. Et Antoine Boudin a choisi de travailler à partir de cette forme du sein. Alors son sein est beaucoup plus abstrait et il le décline en différentes formes, y compris la présence de ce téton qui est un creux à l'intérieur du plat et qui met les plats en déséquilibre, toutes les formes en déséquilibre.
Et là, on a une gamme qui se crée. C'est-à-dire qu'on a une succession de formes qui s'emboîtent, qui peuvent s'acheter séparément, qui peuvent s'acheter en ensemble. Et on retrouve la notion de service, alors qui sont des services un peu égoïstes, comme on dit. Ça existe, le terme égoïste pour les services. Ce sont des services de solitaire ou des services en duo. Ce sont des petites propositions groupées. Par exemple, celle-ci, ce qui est une soucoupe, une tasse litron, qui est une autre forme de Sèvres, toujours avec cette petite modification du fond de la tasse et du bolsin. Et ces trois formes s'emboîtent, ce qui fait que vous pouvez avoir la tasse litron, la soucoupe et le bolsin en coupe. Et du coup, vous avez, moi je dirais presque une installation sculpturale. C'est-à-dire que ça devient monolithique et on a plus envie de contempler ces objets que de les utiliser. Alors on les déploie, on joue avec, on les déploie, on les rassemble. C'est une proposition de design contemporain qui pourrait effectivement avoir une véritable production industrielle dans un autre système. Mais là, on reste dans une production qui n'est pas limitée, mais qui est limitée par les possibilités de Sèvres dans le temps qu'elle a pour fabriquer ces pièces. Donc elles peuvent disparaître pendant un long moment de la production, et puis réapparaître pour satisfaire un collectionneur. Donc une production illimitée à Sèvres, c'est de toute façon limité. Parce que d'abord, il y a un tel nombre de résidents chaque année, il y a à peu près 5-6 résidences chaque année différentes, et toutes ces résidences s'accumulent au cours des années, les objets sont produits en petite quantité, et du coup, il y a des objets qui disparaissent définitivement de la production, alors qu'ils ne sont pas limités, et pourtant par contrat. Une autre forme très importante dans la production de Sèvres, alors la plus récente, dans les années 30, 1925, c'est la tasse de Ruhlmann. 1927 exactement. En fait, Ruhlmann a commencé à travailler un tout petit peu avant l'exposition de 25 et jusqu'en 33. On a du mal à dater un petit peu les productions qu'il a fait. Il en a fait certaines pour le cabinet du collectionneur dans l'exposition des arts décoratifs de 25, qui a beaucoup marqué les esprits et où Sèvres avait une place très importante. Et alors, si vous avez vu l'exposition au musée de l'architecture, au Trocadéro, récemment sur l'exposition de 25, où les pièces de Ruhlmann étaient présentées, elles étaient très bien présentées, parce qu'elles étaient à la hauteur du regard, parfaite, c'est-à-dire que le regard était à la hauteur de la soucoupe. Donc les pièces étaient présentées très hautes dans la vitrine. Et c'est là qu'on voit à quel point ces formes sont sculpturales, sont des espaces en eux-mêmes, sont conçus comme des architectures. Et du coup, deviennent des formes qui captent l'attention de telle manière qu'elles isolent tout ce qu'il y a autour, et on a même du mal à les prendre, finalement, à les utiliser. Elles captivent l'attention par leur construction, par leur finesse. Et Ruhlmann a été un véritable révélateur de ces possibilités de Sèvres de travailler au cordeau, et puis d'être dans l'esthétique du temps, pour une fois, parce que Sèvres a parfois de l'avance sur son temps, souvent techniquement, et parfois du retard aussi, en ressassant beaucoup au 19e, en recyclant des formes, en appliquant des décors qui n'étaient pas toujours adaptés à la limpidité de la forme. Enfin, il y a des va-et-vient entre la recherche du nouveau et puis un petit peu le ressassement. Et là, dans les années 25-30, Sèvres est vraiment à la pointe de l'art déco et vraiment révolutionne aussi ses méthodes de fabrication, sa diffusion, parce que justement, ils sont obligés maintenant d'être une entreprise commerciale viable.
Alors il y a eu des hauts débats dans cette viabilité. Et justement, si je vous parle de design aujourd'hui, c'est parce que le tournant du renouveau et de la viabilité de Sèvres dans les années 2000, dirons-nous, a été notamment assuré par David Caméo, qui a été un directeur de Sèvres emblématique et qui a vraiment souhaité que Sèvres ne soit pas la danseuse de l'État, parce que c'est une entreprise qui coûte cher à l'État et qu'il n'y a pas de raison qu'on perde de l'argent. Certainement que Sèvres serait privée, il n'existerait pas aujourd'hui, il n'existerait plus. Donc, c'est pas parce qu'il y a ce fonctionnement, ces subventions accordées par l'État qu'il faut se permettre de dilapider et de ne pas s'interroger sur la force commerciale des objets et sur l'accessibilité des objets aussi. On ne peut pas se permettre d'être inaccessible totalement. Le goût des collectionneurs change aussi. Les collectionneurs de Sèvres sont plutôt des gens qui ont un goût pour l'histoire. La grande partie des collectionneurs de Sèvres sont des 18e-istes, sont des gens qui vivent dans des décors du 18e ou du 19e. Et il fallait urgemment que d'autres collectionneurs, des gens qui ont d'autres goûts, qui vivent dans d'autres décors. Là, je vous parlais de mes petits problèmes à moi, mais ils sont. On vit dans des appartements plus petits aussi. Et on a aussi envie de jouer avec les époques dans nos intérieurs. On ne fait pas du total look. Et à partir des années 30, il y a eu ces questionnements qui se sont mis en place. Et cette tasse, c'est un moment fort, et c'est un moment fort de design, évidemment. Au point qu'aujourd'hui, on la réédite encore, et on se permet, parce que c'est une page blanche, cette tasse, comme d'autres formes de Sèvres, on se permet d'apposer d'autres décors, d'imaginer d'autres couleurs, et des gammes de couleurs qui sont même directement inspirées des palettes de Sèvres, des palettes de tendres, les coloris comment on appelle ça, j'ai un trou de mémoire. Au secours. de Petit Feu, pardon. Les palettes de Petit Feu, notamment. Et vous verrez tout à l'heure que certains stylistes de mode, tels qu'Adeline André, vous verrez son service très intéressant, ont déployé énormément des nouvelles couleurs de Petit Feu et une gamme de coloris qui sont tout à fait dans l'air du temps, et en tout cas en relation avec sa mode à elle, et que ces couleurs-là ont rafraîchi considérablement la commercialité de cette tasse, par exemple, avec des roses forts, des jaunes. Ce jaune-là, il existe dans les productions de Sèvres du 19e. Il est absolument magnifique. Je pense qu'il devrait même être promu comme une autre couleur emblématique de Sèvres, comme l'est le bleu de four, ce bleu qui est devenu une convention, qui est presque gênant. Alors les artistes contemporains jouent de cette couleur bleue pompeuse un petit peu, qui est la couleur de l'État, le bleu et or. Et, à un moment donné, ces vases de Sèvres, ces vases qui sont dans les ambassades, on ne pouvait plus les voir. Je pense que même à Sèvres, on ne pouvait plus les voir. Et maintenant, avec l'œil d'aujourd'hui, eh bien, on les revoit avec intérêt. Ces touches d'or sur le bleu, ces lignes ces lignes qui bordent, qui construisent le regard, justement, les designers d'aujourd'hui s'y réintéressent à cette pompe-là, cette pompe du bleu, et pourquoi pas mettre une autre couleur. Alors là, je ne sais pas, ce jaune apparaît, il est très important dans l'histoire de Sèvres. Il pourrait devenir une autre couleur forte de Sèvres. Alors là, c'est une question de stratégie commerciale. On pourrait l'appliquer à plein d'autres formes. Des décors d'artistes se sont inscrits sur cette tasse-là. Par exemple, Annabelle Duarte, qui était à la fois designer, photographe, peintre, et qui a très justement évalué les cotes architecturales que Ruhlmann avait en tête pour les réinscrire en couleur sur ces formes.
d'autres formes de Ruhlmann qui sont très fortes aussi, parce qu'elles associent une manière de socler une forme limpide, vraiment un puits de lumière, sur une base en bronze. Le rapport aussi du cube et de la forme fluide, très intéressant. Ces formes-là, pour aboutir à une création très récente, contemporaine, d'un des grands designers italiens de notre époque, Michele De Lucchi, avec 3 coupes, Coppa dell'Estetica, Coppa della Mistica et Coppa dell'Etica, qui composent aussi une compréhension parfaite justement de ce que je vous parlais de la pompe. Enfin, il y a peut-être d'autres termes un peu plus nobles que ça, mais de cette couleur phare et presque ennuyeuse qu'est devenue ce bleu de Sèvres, et qui pourtant reste fascinante parce qu'elle renvoie la lumière parfaitement, elle joue avec le doré, et puis justement elle instaure une distance. L'élévation des objets aussi, la manière de remonter les objets, de les faire flotter dans l'espace, c'est un code Sèvres très puissant, et Michele De Lucchi l'a bien compris et rejoué. La monture aussi, la question de la monture, qui est pratiquement une invention de Sèvres, enfin aussi de Meissen, mais l'idée justement de mettre en valeur la porcelaine, aussi parfois de cacher les défauts, avec des montures en bronze, et de porter la forme plus haut et d'une manière vibrillonnante, et de la faire tourner dans l'espace, et d'en faire un objet d'exception, un objet de cabinet de curiosité. L'objet soclé devient un objet de cabinet de curiosité. Le surtout à Sèvres est aussi une forme très emblématique. Et c'est une forme intéressante parce que justement, il joue à la fois d'un propos sculptural et d'une proposition fonctionnelle, d'une possibilité fonctionnelle de distribution de la table, parfois d'objets qui ont un usage, et puis d'une spatialité. Et donc c'est un objet éminemment collectionnable, justement parce qu'il rassemble un répertoire, à la fois un répertoire typologique, de vases et de figures. Et ça, ce sont les 2 axes dans lesquels le génie de Sèvres s'est déployé. La figure du corps notamment, ou de l'animal, la figure sculpturale, et puis le contenant, les formes du contenant. Et dans les surtout de table, eh bien, il y a cette jonction de la figure et du contenant, que là, je vous montre un surtout qui est très peu connu, d'un sculpteur moderne, important, qui a fait pas mal de choses à Sèvres dans l'après-guerre, et cette période de l'après-guerre a été, dans les dernières années, par des expositions un peu remises à l'honneur. C'est une période où Sèvres avait beaucoup de difficultés. Sèvres s'est pratiquement arrêté pendant la guerre, ou en tout cas à travailler d'une manière très très réduite et pas très artistique. Et la reprise a été un petit peu difficile. Mais ça a été un moment justement où on a décidé de faire venir des artistes pour réactiver ce répertoire de Sèvres. Et Robert Couturier, et des sculpteurs notamment, des sculpteurs et des peintres. Et donc la question du surtout, qui est hérité du XVIIIe, il y a eu des surtouts très importants. Vous connaissez le surtout des chasses, avec ces chiens et ces cerfs qui sont attaqués par des chiens, des chasseurs. Enfin, c'est un surtout qui a été commandé par Louis XV et qui a révolutionné les arts de la table et l'objet d'art à vocation royale. Eh bien, ce surtout, qui peut être une forme un peu démodée au XXe siècle et dans la deuxième partie du XXe siècle, embarrassante même, eh bien, elle continue à être un objet de réflexion. Et dans les surtouts que je vous montre, elle est intéressante parce que justement, dans le surtout de Jim Dine, un artiste américain actuel, il recycle des formes de Sèvres du 19e, le vase Aubert, du 20e, c'est un vase des années 20, le vase Aubert. Et voilà, donc un jeu entre la forme, qui était une forme d'usage, et la figure. D'autres surtout qui aussi recyclent
une forme ancienne du 19e, la jade de Damas, de la fin du 19e, élaborée par Annabelle Duarte, là qui est aussi une pièce extrêmement précieuse, miroitement du miroir sur lequel sont posées les pièces, structure en bronze, alignement, grande cérémonie, presque rituelle, mais avec une possibilité de disperser les pièces hors de ce plateau, de les utiliser de manière indépendante. Donc aussi des réflexes de design qui sont mis en place là, en tout cas de manipulation et d'appropriation des objets. Et la question de la collection, elle est aussi celle de l'appropriation, évidemment, du toucher des objets, de la manipulation, du rangement et du déploiement. C'est là que je reviens à ce sujet rêvé, dont peut-être un jour j'arriverai à faire une intervention construite. Je crois que je ferai plutôt une exposition sur cette boulimie des objets et sur cette manipulation que l'on construit avec l'imaginaire des objets. C'est plutôt une question à poser aux artistes, en fait. C'est pas à moi de répondre à ça. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur l'installation, mais qui recyclent aussi les objets des autres, ou qui fabriquent des objets en apparence classique, qui refont des formes archétypales. On va en voir d'autres, des vases Médicis par exemple, mais qui par la juxtaposition, par le positionnement dans l'espace, ou de les rendre inatteignables, ou au contraire de les brusquer, de les casser, de les hybrider, parlent de ce voyage de l'objet dans les mentalités et du respect ou de l'irrespect qu'on peut engager avec un objet. Et ça, c'est à la fois l'œil de l'artiste et l'œil du collectionneur. Donc, je pense que c'est plutôt un projet spatial, cette histoire de la collection et l'histoire de la boulimie, de l'accumulation. Et je préférerais en faire une exposition et une collaboration avec des artistes, de demander à des artistes de réfléchir à ça, de restituer, par exemple, je l'avais fait un petit peu à la Biennale de Châteauroux. D'ailleurs, il y a eu une artiste qui faisait partie de ce projet qui est là, et qui justement avait répondu à ma demande de restituer ce qu'est son atelier, l'accumulation des formes dans son atelier, mais pas de le restituer comme dans un musée d'art populaire ou d'ethnologie. De restituer ses méthodes de travail, de restituer ses formes d'emprunt, puisque justement elle travaille sur l'empreinte et sur l'emprunt. C'est Carole Chebron, je n'ai pas dit son nom, elle est là. Et d'ailleurs, nous avons fait une exposition à Sèvres récemment, dans les galeries contemporaines. Et voilà, donc c'est plutôt pour moi une relation avec des collectionneurs et avec des artistes qui restitueraient leur passion des objets. Alors quelqu'un qui a aussi beaucoup réfléchi à la présence des objets dans le monde contemporain, à la question de la consommation, de l'excès de consommation et de ce qu'on doit faire des objets aujourd'hui, enfin c'est bien Sottsass, et d'instaurer un peu plus de sens aux objets, un peu plus de hiératisme, un peu plus de pensée et de philosophie aussi au cœur des choses, pour que les objets ne deviennent pas indifférenciés et trop vite jetables. Et Sottsass a fait 2 expériences à Sèvres absolument fondamentales qui ont permis aussi à Sèvres de repenser un tas de manières de construire et qui ont permis vraiment de réfléchir au code de Sèvres. C'est un des artistes qui a permis cette réflexion. Tous ne le permettent pas, c'est certain, parce qu'aussi on ne leur demande pas forcément, mais Sottsass de lui-même, parce qu'il dit qu'il a été impressionné d'être convoqué à Sèvres. Il avait travaillé avec bien d'autres entreprises, des entreprises beaucoup plus commerciales, en Italie notamment, Bitossi par exemple, ou d'autres entreprises. Et à Sèvres, évidemment, avec les techniques de Sèvres,
l'histoire de royauté, d'empire et de nation qui est en jeu, il a été presque coincé par ça, il a été impressionné. Et du coup, ces pièces ont été encore plus tendues, froides, qu'elles ne le sont dans sa production personnelle d'objets. C'est quelqu'un qui a beaucoup produit d'objets et dans tous les matériaux. Et les objets à Sèvres sont extrêmement centrés, réfléchis dans leurs proportions. Ils sont antiques d'une certaine manière, avec une utilisation de l'or, une débauche d'or totale. Ce sont des pièces qui sont très, très chères à réaliser pour Sèvres. Elles sont chères à la vente, mais elles valent véritablement parce qu'elles supposent un nombre de cuissons incalculable, parce que des émaux de grand feu, de petit feu, des passages d'or, plusieurs passages d'or pour obtenir cet effet miroir pratiquement. Voilà, toujours cet axe avec lequel il joue, mais qui est un peu guindé. En tout cas, dans la première séance à Sèvres, entre 1994 et 1996. Il est revenu à Sèvres plus de 10 ans plus tard, enfin en 2004-2006, donc très peu de temps avant son décès. Ce sont les dernières pièces en céramique qu'il ait fait. Et là, les pièces se décontractent un peu plus, sont plus ludiques, sont plus joyeuses aussi. Elles sont raccordées à d'autres éléments en verre qui ont été réalisés au CIRVA. Elles sont plus étranges, peut-être plus contemporaines aussi. Mais elles ne font pas plus usage, évidemment, elles sont éminemment sculpturales. Toujours dans la notion de l'accumulation d'objets qui constitue un territoire, un espace avec lequel on peut jouer. Un troisième, puisqu'on en est au troisième, grande figure du design international. Donc là, il y a aussi un projet un peu culturel de la part de Sèvres d'inviter les plus grands designers, et notamment les designers italiens qui ont justement cette réflexion à la fois théorique et pratique du design de consommation, et aussi ce sont trois hommes, Michele De Lucchi, Ettore Sottsass et Andrea Bronzi, qui ont eu des écrits fondamentaux et d'une grande poésie également sur la relation de l'homme à la nature, pour faire vite, et sur le nécessaire lien à retrouver par une meilleure consommation avec les objets qu'on fabrique et la manière dont on en use. Alors là, il y a un propos très différent de celui de Michele De Lucchi et de Sottsass, avec Bronzi, plus folâtre, plus sensuel, avec des biscuits teintés dans la masse, et des formes très mouvantes, des coupes très graciles, d'une grande simplicité apparente, mais d'une très grande complexité technique, et qui sont dans la légèreté aussi, presque dans le côté diaphane, au contraire de la massivité de Sottsass, par exemple. Une fluidité qui se met en place, justement, avec Bronzi, mais qui existe dans une période antérieure, déjà, avec les lignes sinueuses de Jean Arp. Là aussi, on est entre des formes très artistiques. Il s'agit d'un sculpteur qui n'a pas fait de forme de design. Il a pratiquement pas travaillé à Sèvres. Je veux dire, c'est une convocation juste avant son décès. Il est mort en 1968. Il a dessiné ses pièces, mais il ne les a jamais vues produites. Donc c'est une note d'intention, finalement, d'un artiste sculpteur, inspiré par les formes organiques, par les formes mouvantes,
donc très nouvelle à Sèvres, ce type de forme, et qui n'a pas été produit. Donc cette pièce-là a été réalisée en 2008 seulement, et tout un ensemble de vases d'arpes ont été produits dans les dernières années. Mais ce sont des formes créées, dessinées dans les années 60. Ces formes-là sont d'une grande actualité, comme vous le sentez bien. Elles pourraient être des formes d'un designer d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous allons voir des jeunes designers reprenant d'une certaine manière cette ligne souple. Par exemple, Aldo Becker, pour citer une des productions récentes extrêmement intéressantes de ce jeune designer néerlandais, qui est le fils de deux designers aussi assez fameux, Gijs Becker, qui est le fondateur de Droog Design, et Amy van Leersoen, qui est une créatrice de bijoux fondamentale dans l'évolution du bijou d'artistes aux Pays-Bas, avec un bijou aussi très sinueux, un bijou qui envahit le corps, mais qui l'envahit dans le minimalisme. Ce sont des lignes qui justement jouent avec les formes du corps, l'emprisonnent de manière très légère. Et Aldo Becker est effectivement influencé, peut-être plus par l'œuvre artisanale de sa mère que par les conceptions de design de son père. Et les objets qu'il crée hors de Sèvres et également à Sèvres sont passionnants parce que justement ils éliminent complètement la possibilité d'un usage et ils mettent en avant le geste, l'imaginaire du geste, et en désaxant, en reprenant le vocabulaire de l'anse, du verseur, du corps contenant, et en bouleversant tout. Le corps devient extrêmement étroit, on ne peut plus rien y verser, l'anse prend une importance considérable, le bec verseur est comme un geste en mouvement, donc c'est une œuvre très, très abstraite, c'est une réflexion sur une typologie et la manière de ne pas s'en servir, de ne plus s'en servir. C'est une réflexion poétique. Je vous parlais des formes historiques qui sont constamment réévaluées, et Sèvres permet beaucoup ça. Entre celles-ci, par exemple, le vase Médicis, qui n'est pas une forme créée à Sèvres. Le vase Médicis, c'est une forme qui traverse l'histoire, qui est inspirée des cratères grecs, qu'on retrouve à la Renaissance, d'où le nom vase Médicis, les grands vasques de jardin gaudronnés avec son nez sous la Renaissance, et Alexandre Brognard, le célèbre architecte du Palais de la Bourse à Paris, et qui est le père d'un des premiers directeurs de la manufacture, du premier directeur de la manufacture, Alexandre Brognard, ils ont le même nom. Et Alexandre Brognard, l'architecte, a fait de nombreuses formes à Sèvres, dont ce vase Médicis qui fait partie d'un décor, d'un service égyptien avec des décors égyptiens. Cette forme de grand vase très chic, qui marque le pouvoir à toutes les époques, est reprise d'une manière un peu ironique mais monumentale par Pucci de Rossi, qui est un designer, décorateur, scénographe, qui a une vision de recyclage et de recyclage souvent de formes déjà construites, de formes de mobilier qu'il réassemble, qu'il cloute, pour créer des meubles impossibles, des meubles sculptures. Et là, avec la porcelaine, là vous avez la forme en plâtre de ce grand vase couvert inspiré par les vases Médicis, qui sont constitués de boulons et de pas de vis. Voilà, cette forme ouverte qui est la forme en biscuit, donc qui est une élucubration d'un contenant impossible, d'une forme assez mystérieuse, extrêmement ornementale. Et là, d'une manière plus sobre, plus intime, on a aussi une version du vase Médicis très intéressante, parce que justement la forme, la matière
moulée qui est à l'origine de cette forme, c'est-à-dire une mousse, une mousse de transport, qui est attachée par un scotch. Et cette forme molle, donc un contenant impossible, vraiment une forme empruntée, devient la forme du vase. Donc c'est vraiment une matière qui n'est pas une matière céramique, une matière qui devient forme. Et ça, Christian Renoncia, qui est un artiste un peu spécialiste du trompe-l'œil, puisque c'est quelqu'un qui, souvent en bois, imite d'autres matériaux, reconstitue le mouvement d'un carton ondulé, d'un pliage de papier, d'une forme souple, taillée dans le bois, par exemple, et puis dans d'autres matériaux. À Sèvres, il a donc fait ce vase, qui pourrait être un vase d'usage, puisqu'il est émaillé à l'intérieur, mais qui est éminemment sculptural, bien sûr. Alors, là, Sèvres se pose la question, en 2008, en faisant venir Pierre Charpin, de faire évoluer ces typologies de vases qui traversent l'histoire. Et les vases de Sèvres sont conçus pour être renouvelés par des décors. Donc on a toujours des artistes aujourd'hui qui travaillent avec les formes de vase Clermont, le vase Aubert. Enfin, il y a sans doute une cinquantaine de formes de vases différents. Mais il faut bien aussi créer de nouvelles formes de temps en temps, même si c'est très coûteux dans l'industrie de fabriquer des formes nouvelles. On préfère souvent réemployer des formes existantes et les booster un petit peu par des interventions d'artistes qui font des décors. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on est capable de créer de nouvelles formes? Et là, Pierre Charpin y a répondu par un ensemble de vases très intéressants, parce que justement, ils prennent en compte les codes de massivité, les formes imposantes qui caractérisent Sèvres, et en même temps, la surface suffisante pour déployer, pour être une surface... une page blanche, une surface lisse qui permettent à d'autres artistes de développer leur imaginaire. Charpin a créé lui-même quelques décors, mais qui sont plus que des décors, parce que là, vous voyez que le décor entre dans la forme, d'une certaine manière, pénètre à la forme, s'imbrique dans la forme, et ça, c'est aussi une question de design passionnante. Ce ne sont pas deux choses séparées, ce ne sont plus qu'une seule et même chose, par un travail sur de coulage sur l'épaisseur de la matière, il crée des fentes, enfin des creux dans la matière dans lesquels les lignes vont se poser. Et donc on a l'impression que ce réseau de lignes sort d'un côté du vase et rentre à l'intérieur du vase. Donc c'est un décor discret, mais très pertinent et très contemporain. Voilà d'autres pièces. Alors là, la couleur emblématique revient sur ces formes nouvelles. Des décors beaucoup plus classiques du répertoire de Sèvres, tels que ces décors de François Redouté, le fameux dessinateur de fleurs, dont on a un ensemble graphique très important à Sèvres. Alors là, se pose le problème du goût, de la destination de ces formes et de ces vases. Est-ce qu'ils vont plaire aux collectionneurs classiques de Sèvres, justement parce que le décor est classique et que la forme est neutre? Moi, je trouve qu'il y a un choc, une dichotomie entre le décor et la forme. Mais bon, c'est intéressant. C'est bizarre, c'est intéressant, mais c'est bizarre. Là, il y a une question de goût qui se met en place. Là, c'est autre chose. C'est très puissant. Enfin, moi, je préfère ça, évidemment. Et c'est un artiste contemporain, Barthélemy Togo, un artiste africain qui vit entre Paris, Cameroun et New York, et qui, lui, a peint directement lui-même, alors que le décor de Redouté est peint par les décorateurs de Sèvres, a peint ses mains qui sont des mains, presque des mains comme les décors des grottes, qu'on a retrouvés dans les grottes. Donc un geste très archaïque, très primitif, à la sanguine. C'est comme si vraiment c'était des mains couvertes de terre, que c'était une trace de terre finalement, et qui entoure ce vase blanc
Et ce vase immaculé. L'immaculé est aussi un code de Sèvres. Donc ça, pour moi, c'est très fort. C'est aussi une dichotomie, mais c'est une dichotomie extrêmement réussie. Disons que le vase de Barthélemy Togo est un vase pour les collectionneurs d'art contemporain. Le vase Charpin et Redouté est un vase de décor pour des maisons plus classiques et pourquoi pas un vase de service, un vase d'usage. C'est certainement conçu comme ça, en tout cas dans la stratégie commerciale de ce choix. Un autre vase très intéressant qui est je ne sais pas si on peut dire un best-seller, enfin le terme est très exagéré encore à Sèvres, n'est pas non plus un produit, mais il est conçu par un designer japonais qui est expert en produits de consommation, qui produit notamment du design industriel, par exemple pour Muji, ces fameux écouteurs de CD-ROM qu'on peut accrocher au mur, et plein d'autres choses comme ça qui sont des objets très techniques, et que Naoto Fukazawa, qui est un promoteur du design, de la sobriété et de l'effacement, puisse intervenir à Sèvres, c'est quelque chose de très intéressant. Et ce qu'il a fait avec cette forme, qui est une forme aussi classique de Sèvres, hein, qui est inspirée d'un vase du 19e, qui part d'un vase du 19e, l'idée de non pas appliquer un simple décor, mais un relief, donc de modifier quand même la morphologie du vase, bien qu'elle soit très classique, en s'inspirant d'une céramique très populaire, puisqu'il s'agit des carreaux du métro, donc de la céramique industrielle qui recouvre de Boulanger à Choisy-le-Roi, qui depuis le 19e recouvre le métro. Donc un symbole très fort, un symbole très parisien. En même temps, on peut voir dans ces pièces aussi l'appareillage de pierre des grands palais de la Renaissance à Milan, hein, ces appaillages des grands palais un peu défensifs qui se sont construits à la Renaissance. Donc c'est à la fois quelque chose de très... oui, c'est inspiré de l'industrie, évidemment, et d'une céramique industrielle, mais quand même, cet appareillage est aussi un code plutôt luxueux, finalement, en ce qu'il rappelle l'architecture et la grande architecture aussi des immeubles haussmanniens du 19e. Donc ce vase est en production illimitée. Il a été développé en plusieurs couleurs, mais c'est toujours des couleurs qui sont liées à la céramique du métro. Hein. C'est des couleurs qui existent dans la palette du métro parisien. Moi, je souhaiterais que c'est un vase qui soit permanent dans la production de Sèvres, qu'on puisse toujours acheter. Alors le problème, c'est que il faut demander pour avoir, quoi. Et demander parfois longtemps. Alors, la question d'avoir un stock à Sèvres, hein, ne serait-ce qu'un petit stock, elle se pose. Il y a sans doute un petit stock pour certaines pièces. Et justement, faire venir des jeunes designers à Sèvres, c'est pour essayer de fabriquer des pièces qui sont, entre guillemets, faciles à reproduire, un peu plus faciles que les projets impossibles que la plupart des artistes amènent avec eux. Donc des objets qui puissent être fabriqués sans les artistes, évidemment, et puis avec assez de facilité, qu'on puisse fabriquer entre d'autres fabrications plus difficiles, quoi. Glisser comme ça dans la production courante. Alors ce vase pourrait être ce cas-là, puis je vous en montrerai d'autres après. Alors là, on revient sur des coupes, je vais passer assez vite, qui sont, à mon sens, superbes, parce qu'elles dévoilent justement les émaux très particuliers, dans des grandes plages, la façon de rehausser une simple coupe, mais de la rendre extrêmement cérémonieuse, de la mettre un peu en péril et de la rendre très contemporaine par cela même, une coupe de Mathilde Bretillo, d'en faire un vrai bijou finalement. Regardez, on pourrait presque passer le bras à l'intérieur des anneaux et en faire une forme complètement ornementale. Celle-ci aussi est tout à fait inquiétante. Elle est surmontée sur ces formes de porcelaine. Elle est comme un oursin. C'est une partie d'un service. Donc chaque forme correspond à un jour de la semaine. Là, il s'agit de la coupe dimanche. Et il y a d'autres formes, là aussi, de service de solitaire, hein, parce que ce sont des formes... Je n'ai jamais vu quelqu'un demander un service complet de Borexipec à Sèvres.
Voilà encore une coupe récente d'un jeune designer qui a fait aussi dans la plus grande simplicité, mais avec des accords de matériaux différents qui cassent un peu la noblesse, qui mettent en rapport justement le côté presque rustique, l'artisanat, l'évocation du bois, et pas du bois précieux, avec cette porcelaine et cet or. Ça c'est très intéressant, je trouve. Encore un jeune lauréat du Design Parade à qui l'on a demandé simplement de prévoir des formes qui évoquaient le jeu, des formes avec lesquelles on puisse jouer. Alors on peut jouer avec ces formes qui sont toutes petites, un peu qui sont de la taille d'un volant de badminton, hein, et d'ailleurs elles évoquent le volant de badminton. Elles évoquent même à un point, je pense que c'est le point de départ d'inspiration, c'est que ce sont des culbutos. Et ces culbutos, donc il y a la base qui est en laiton, et donc qui est une base lourde, et qui permet d'activer l'objet, on peut vraiment jouer avec sans trop avoir peur de casser l'objet, parce que cette masse est très, très lourde et axe tout à fait la forme. Et il y a tout un développement, il y a 9 formes, je crois, au maximum. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, Jean-Baptiste Faltrès n'a pas hésité à travailler, tout en étant jeune designer, très intéressé par justement la production de masse, et donc par les soucis de simplification. Là, il s'accole à la complexité. Il s'ingénie à augmenter les questions justement d'assemblage. Les petits éléments de porcelaine blanc sont découpés au laser, à l'eau, au jet d'eau. Ils sont assemblés au corps des pièces par des petites vis. Il y a tout un travail d'assemblage qui est tout à fait extraordinaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est finalement une nouvelle typologie, ou la réactivation d'une typologie perdue et même un peu ringardisée, l'objet de vitrine, l'objet qui encombre, l'objet dont on ne veut plus depuis Napoléon III, depuis les excès de porcelaine de Paris et des bouquets de mariés qui envahissaient les vitrines. La suffocation de l'objet kitsch qui a abouti à des merveilles, mais à des excès aussi, évidemment, qui fait rire, justement, un petit peu. Et bien, aujourd'hui, où on assiste à une reconsidération de la collectionnite, du goût du 19e aussi, qui a été longtemps un peu suspect et qui maintenant fascine justement par cette manière au 19e qu'il y a eu d'assembler des objets entre eux, de mélanger les périodes, d'en rajouter. Vous connaissez Huysmans, à rebours, les intérieurs de ces décadents, de ces dilettantes, comme ça, hyper cultivés, qui savaient associer tout ça. L'objet de vitrine, eh bien, c'est une question de design aujourd'hui. L'objet inutile, mais de contentement, de jeu. Et ça, c'est une collection plutôt abordable. Enfin, je ne sais pas pourquoi je parle de prix, on n'est pas tellement là, mais... je trouve que c'est aussi un objet qu'on pourrait retrouver régulièrement. Je pense que ces petites pièces coûtent autour de 900 € pièce. Mais justement, c'est une petite collection en soi-même qu'on peut se disposer à faire progressivement, si c'est à disposition. Et le vocabulaire est très passionnant parce que justement, on retrouve les années 30, on retrouve le trophée. La notion de trophée, qui est aussi une ligne de travail à Sèvres, très intéressante. Les anses, le trophée sportif. Hein. Alors, on est dans le sport ici, avec un objet très étrange et tout à fait du même auteur, mais en collaboration avec un autre jeune designer, c'est Sigurdarsson, qui est un Islandais, qui a aussi gagné la même année, ex aequo, le Design Parade. Et ils ont fait en commun cet objet qui est un réceptacle pour diplôme, et on roule un diplôme, c'est une cachette en fait, c'est un objet très secret, et c'est aussi un relais. Ça évoque les bâtons de relais. Donc c'est un objet qui étudie des fonctions très pragmatiques, hein, l'objet de relais qu'on se passe, et le réservoir à diplôme, enfin comment on appelle ça, l'étui.
en biscuit. Alors là, un objet aussi très technique finalement, qui a d'une apparente simplicité mais très compliqué. Il y a un pas de vis en laiton adapté à ces formes. Je trouve cet objet passionnant, très récent, et cet objet qu'on peut aussi accrocher au mur. C'est une forme très minimale, mais qui a une histoire secrète. En voilà un autre objet qui multiplie les histoires secrètes, qui a une vocation vague de lampadaire, qui est une sculpture, disons-le tout de suite, conçue par un designer, architecte, et qui a synthétisé d'une manière tout à fait éblouissante la folie de Sèvres, finalement, parce que tous les codes y sont, le doré, le bleu, et l'espace du trésor. C'est-à-dire c'est une forme qui enferme la lumière et qui la rediffuse de manière sporadique, égoïste, par des petites trouées. Et sous ces petites trouées, il y a une plaque sérigraphiée avec des adjectifs qui qualifient la lumière, qui sont des qualificatifs pour tous les types de lumière. Donc c'est une espèce de répertoire littéraire d'une approche de la lumière. À cela s'ajoutent des cristaux Swarovski, des plumes de faisan, donc un objet trophée, là aussi, typique de cabinet de curiosité à une échelle spatiale. Il n'y a qu'à Sèvres qu'on peut produire un objet comme ça. Je n'ai pas vérifié, j'aurais dû le faire, combien il s'en est fait. Je crois qu'il s'en est fait 2. Il y en a un qui est aux Arts décoratifs en dépôt, qui est dans les collections de Sèvres, mais déposé aux Arts décoratifs, qui est présenté actuellement dans l'espace conservé à Sylvain Dubuisson. Et il a dû y en avoir un autre qui doit être dans un ministère. Voilà. C'est vraiment ce type d'objet qui est un objet de designer, mais qui fait partie de ce dilemme, c'était le titre de cette nouvelle intervention là, que je vous ai fait, le dilemme d'une production de design à Sèvres. Comment résoudre les contradictions? Alors, je vais passer assez rapidement sur ces pièces-là, absolument fascinantes, mais vous en avez eu là, un éclairage par là, c'est celui-même. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces pièces, c'est parce que c'est leur corporalité étonnante, qui jaillit d'une conception plutôt géométrique des formes, mais qui aboutit justement par ce facettage, par cette étude du positionnement du module à une forme sculpturale, là aussi, mais avec des variations autour du contenant et aussi autour d'une approche structurelle de l'espace. D'autres formes totalement vidées, qui sont des supports, mais d'une certaine manière sont aussi des pages blanches, exactement comme les vases de Charpin peuvent l'être pour d'autres artistes. Alors là, on est dans une forme banale, qui pourrait être produite pour Habitat. C'est un peu critique ce que je dis, mais justement, est-ce que ces formes-là, décidées à Sèvres, là aussi conçues pour être des pages blanches pour d'autres artistes, pour d'autres couleurs, dans un vocabulaire voulu comme hyper contemporain, qui sont un peu comme des formes, comme des moules qui se superposent, et comme un jeu aussi, d'une certaine modularité, d'une variation, des pièces pour Sèvres très peu coûteuses. Là, je pense qu'elles valent aussi autour de 400 €, ça dépend du format, mais ça démarre à 400 €, ce qui est à Sèvres incroyable. Là, il y a évidemment une approche que je trouve tout à fait intéressante, de vouloir avoir un public plus jeune, des collectionneurs plus jeunes. Mais que va-t-on faire de ces formes, justement, si on ne les fabrique pas avec une certaine assiduité? Et comment aussi les rendre un peu plus particulières que ce qu'elles pourraient être, justement, si elles étaient fabriquées pour Habitat, voire pour Ikea. Je veux dire, elles rejoignent une esthétique de
de la consommation du contemporain, des objets qui disparaissent dans le décor. Là, pour moi, ce ne sont pas des objets de collection, à moins d'y apporter quelque chose de plus. Mais par leur côté mode, enfin, comment dire, par leur adaptation au carnet de tendance du temps, elles sont un peu moins sèvres que tout ce que je vous ai montré auparavant. Voilà. Celle-ci aussi, par exemple. Mais elle a quand même une très grande élégance. C'est une jeune femme qui a gagné un prix de la création du comité Colbert. C'est pas le design parade, ça. C'est une pièce aussi fabriquée assez régulièrement, qui reprend le O, la lettre O, le O Bodoni, avec une actualisation intéressante de ce jeu du biscuit et du bleu, un peu plus sèche que dans les vases officiels. Alors ça, voilà. Adeline André, je trouve que c'est une approche très intéressante d'une manière de réactiver là aussi le service de table. Évidemment, à Sèvres, il y a des services de table depuis longtemps, mais plutôt pour les ambassades. On les développe dans les ambassades, mais je vois très peu de monde qui commande des services de table à Sèvres, hein, des Émirats arabes, des services complets, je veux dire. Et puis à Sèvres, c'est surtout des assiettes. Il y a très peu de pièces de forme. Et là, dans ce service-là, alors est-ce que c'est un service? C'est plutôt un dispositif. C'est une palette de couleurs aussi pour mettre à l'honneur la palette des mots de Petit Feu. Et pour mettre aussi à l'honneur une palette d'une créatrice de mode qui a une palette colorée très particulière, qui travaille sur des couleurs pastel et qui ont vraiment permis de faire évoluer ces couleurs de Petit Feu, donc créer de nouvelles. Donc elle a joué à la fois sur les couleurs existantes, sur les couleurs qui pour elle évoquer les matériaux céramiques, et puis des couleurs qui sont complètement discordantes avec l'univers céramique, qui sont les couleurs de ces tissus. Vous les voyez de plus près. Et là, on rejoint des manières de vivre et de s'approprier les objets céramiques, comme en Orient. Par exemple, en Corée, quand vous mangez en Corée, vous avez une succession de petites en Corée, au Japon, de petits plateaux qu'on se partage. Enfin, on n'a pas son assiette personnelle, on va piquer sur des petits plateaux. Donc ça corrobore une manière pour Sèvres de s'adapter aux nouvelles manières de s'alimenter et de recevoir. Et c'est aussi un dispositif spatial, c'est aussi une collection progressive, parce qu'on peut aussi acheter ces petites assiettes au fur et à mesure. Donc ça m'intéresse de voir comment Sèvres répond aux envies, comment réactive l'envie de la céramique dans un intérieur. Et essaye de rejoindre des collectionneurs non institutionnels. Voilà la palette. Et puis voilà, pour finir, en fait, donc, dans ces pièces-là, il était question de rituel à chaque fois. Et Sèvres s'est toujours intéressé au rituel de la table et au rituel des formes, au rituel du toucher, de la manière de cacher les formes aussi, de les mettre en scène. Et là, dans un projet très artistique, là aussi très inspiré par l'Orient, par le Japon, et la cérémonie du thé, l'expérience de Marie-Ange Guilleminot, alors c'est une approche d'artiste, mais c'est une approche de designer aussi, de créer des coupes qui sont très axées, qui sonnent, qui vraiment développent à chaque fois un son différent, parce que l'épaisseur de ces coupes et la forme intérieure des coupes changent. Donc c'est des coupes qui ont un son à chaque fois différent. Il y a eu un concert d'ailleurs à Sèvres au moment de son exposition où on a fait sonner ces coupes. Et puis des formes pour la cérémonie du thé, dans un coffret qui cache par exemple une boîte, alors malheureusement je n'ai pas la forme d'une boîte magnifique, où sont développées toutes les couleurs d'or, toutes les textures d'or qui peuvent être utilisées à Sèvres. Donc voilà, des convocations d'artistes qui en fait font tous une réflexion sur l'adoration des objets, sur le recel, sur la façon de garder les objets jalousement pour soi, de les observer à distance, dans un contentement
plutôt égoïste et angoissé. Mais l'histoire de la céramique est imprégnée de ces élans de démonstration. L'objet céramique est un objet de contact, de communication. C'est un objet qu'on se passe, c'est un objet qu'on offre, en Orient principalement. Et puis c'est aussi un objet qu'on garde pour soi, parce qu'il est très lié à l'intimité. Voilà, donc toutes ces formes-là, celle d'Ado Baker, par exemple, ce dôme qui renversait peut-être une coupe, mais qui est une forme mystérieuse, qui est un ventre sous lequel on peut cacher quelque chose. Cette forme qui est un flacon, comme un flacon de parfum, mais qui est en fait un moule, l'objet se détache et se rattache au moule. Et donc c'est un mystère, c'est une forme qui évoque l'essence. Et puis ce meuble, donc voilà, pour finir avec le cabinet de l'exposition 10%, qui fétichise des portions de pièces de Sèvres choisies, recomposées par l'œil d'Adrien Rovero dans toute l'histoire de Sèvres. Alors il y a des contemporains et puis il y a des pièces anciennes. Et ce meuble, eh bien, il est aussi sur commande. On peut se commander ce petit cabinet de collectionneur. Voilà, donc ça a été pour moi la manière de vous évoquer cette passion des objets, le rapport des objets et de leurs acquéreurs, et de le relier à la production de Sèvres. Alors, je suis désolé, j'ai ordre de refuser les questions parce qu'on va devoir nous galoper encore avec les académiciens. Donc, je suis navré. Avant de vous présenter rapidement la prochaine conférence, je voulais vous dire qu'il y a ici même un musée de la minéralogie et que vous pourriez en profiter, ceux qui sont là, pour aller le voir. Le musée ouvre à 14h. Voilà. Notre prochain rendez-vous sera au CNAM le samedi 18 avril. Et nous allons parler et demain, la céramique, l'innovation. On aura deux conférences. Voilà. Et le rendez-vous est à 9h30. Merci beaucoup de votre présence à tous. Et merci encore, Frédéric.